Une donnée qui va dans votre sens, c'est que dans les années 80, c'était les Taïwanais qui avaient tendance à investir en Chine continentale, et maintenant, depuis 10-15 ans, c'est complètement l'inverse. Oui. C'est la Chine continentale qui a investi à Taïwan. Absolument. Ils commencent à être bouffés économiquement, en fait. Donc à terme, peut-être que effectivement, dans 40-50 ans, peut-être même avant, les Chinois vont récupérer Taïwan. Exactement, mais vous avez tout compris. Même probablement avant, parce qu'il y a un autre facteur, si vous voulez, c'est qu'il y a deux partis politiques à Taïwan. Hein. Il y a un parti pro-américain, actuellement c'est le parti pro-américain avec la présidente qui est pour l'Amérique, mais avant, par exemple, pendant une dizaine d'années, on a eu un parti qui était, on peut dire, assez pro-chinois. Alors, il ne voulait pas être bouffé par les Chinois, mais il était d'accord pour pactiser, collaborer avec les Chinois. Donc, ce parti va tôt ou tard reprendre le pouvoir parce qu'il y a des alternances. C'est un pays, Taïwan est démocratique, hein, il y a des alternances, et les Chinois, à ce moment-là, ils vont en profiter. Mais c'est clair, donc si vous voulez, l'histoire est écrite. Ce qui est fascinant, c'est que nous, ici, on ne veut pas la voir. Ça, c'est très intéressant. Oui, bonjour. Oui. La France, avec son deuxième domaine maritime du monde, oui. pourrait être une ébauche de stratégie justement dans le Pacifique avec oui. les CE. Qu'est-ce qu'on pourrait, comme stratégie maritime, économique, hein, qu'est-ce qui serait notre intérêt? Ah ben, la France, vous l'avez rappelé, la France est la deuxième puissance maritime du monde, hein, 55% de sa puissance maritime venant de la Polynésie française, hein, ce qui est énorme. Bon. C'est clair que si nous perdons la Polynésie ou la Calédonie, ou les deux d'ailleurs, on se retrouve avec, d'un coup, on les redevient une petite zone, un petit pays, hein, sur le plan maritime par rapport au reste. Hein. Donc c'est vraiment important pour nous, pour rester la deuxième puissance maritime mondiale, il faut d'abord se débrouiller pour garder dans notre environnement la Calédonie et la Polynésie. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour être une puissance maritime, il faut des bateaux. Et là, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne brille pas beaucoup. Lisez les déclarations de l'amiral Vendier, chef d'état-major de la marine française, qui a été très clair, hein, dans une série d'interviews qu'il a fait, y compris au Parlement, hein, où il a expliqué que de toute manière, au niveau des bateaux, on n'en a pas assez. C'est clair. On n'a pas assez. Aujourd'hui, en Calédonie, on doit avoir deux bateaux, et encore. Hein. À Tahiti, on a un patrouilleur. Est-ce qu'on peut sérieusement contrôler une zone aussi grande avec un patrouilleur? C'est pas sérieux. Il faudrait avoir véritablement une flotte. Nous ne l'avons pas. Alors, la question, c'est est-ce que nous avons, la capacité d'avoir une flotte maritime suffisamment grande pour pouvoir nous occuper de ces zones-là? C'est une vraie question, parce que ça coûte très cher. Hein. Est-ce qu'on a la capacité et est-ce qu'on a la volonté de le faire? Parce que je constate que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas eu, si vous voulez. Donc il y a un vrai problème de fond. Parce que avoir une politique maritime de contrôle de nos zones maritimes, qui peut se justifier parfaitement, d'autant plus qu'on sait maintenant que les fonds marins, on peut les exploiter dans beaucoup de domaines. Mais pour ça, il faut avoir la volonté et la capacité de financer ce qu'il faut. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas. C'est clair. Oui. D'abord, comment vous avez parlé d'essayer de calmer les relations avec la Russie pour pouvoir justement ouvrir un front avec la Chine. Comment parvenir à cela quand on voit actuellement ce qui se passe, notamment avec la Biélorussie, avec la Pologne qui commence à vouloir invoquer l'article 4 oui. Et deuxième question, à la limite, c'est quand bien même on arriverait justement à calmer les choses avec la Russie, pensez-vous que l'ouverture d'un conflit avec la Chine pourrait faire éclater l'OTAN entre les pays qui voudraient rejoindre les États-Unis et ceux qui ne voudraient pas? Je pense notamment à la Turquie qui a beaucoup de liens avec la Chine. Et du coup, quelle serait la stratégie française là-dedans, si tant est qu'il y en a une? Ah, ça, je crois que alors, sur le plan de la Turquie, la stratégie française, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très claire. Hein, mais il faut dire aussi que la Turquie, c'est 250 000 hommes. Hein, l'armée turque, c'est 250 000 hommes. C'est la plus grosse armée de l'OTAN. Les Turcs, alors, certes, posent beaucoup de problèmes aux Américains, mais jamais les Américains ne remettront en cause l'alliance avec les Turcs, ne serait-ce que parce qu'ils ont des bases américaines. Ils ont deux bases importantes au Moyen-Orient et qui vont être très importantes dans le futur avec la paix qui est en train de se mettre en place. Ils ont la base Incirlik et ils ont la base à Doha, au Qatar. C'est les deux bases américaines majeures.
Donc ils ne vont pas s'amuser à s'opposer. Et chose étonnante d'ailleurs, c'est que dans les deux cas de figure, c'est des pays où c'est les frères musulmans qui contrôlent la politique du pays. Ça aussi, ça montre d'ailleurs un peu aussi la politique de l'Amérique qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit dans toute cette affaire. Mais alors, pour revenir sur les pays, pour la Biélorussie et autres, il est évident qu'aujourd'hui, on est dans un... La Biélorussie, c'est un problème compliqué. Parce qu'on a essayé de déstabiliser lors des élections récentes. Les Occidentaux ont tout fait pour que le Loukachenko soit renversé. Bon. C'était un peu optimiste quand on connaît le personnage. Il n'allait pas se laisser faire. C'était probable. Enfin bon. Ils ont essayé, en tout cas. On a essayé d'envoyer, d'encourager les partis d'opposition à prendre le pouvoir. Loukachenko, qui est un dictateur de la pire espèce, bien entendu, lui, il s'est débrouillé pour éliminer ses opposants et se faire réélire. Mais là où les choses se compliquent, c'est que Loukachenko, pourquoi on avait essayé de le renverser, c'est parce que dans les 10 dernières années, il s'est éloigné de la Russie. Il était très indépendant, Loukachenko. À la furie de Poutine, qui considérait que la Biélorussie, c'était dans sa zone. Quand les Occidentaux ont commencé à déstabiliser la Biélorussie, Loukachenko était obligé de demander l'aide des Russes. Et du coup, les Russes, alors là, Poutine, qui est tout sauf un tendre, ça je pense tout le monde ici en est convaincu, enfin je l'espère, hein, Poutine s'est dit c'est l'occasion unique de l'étrangler. Donc il est en train aujourd'hui de ramener Loukachenko dans le sillon, dans l'orbite de la Russie, clairement, hein, et il est en train de l'étrangler. Dans le même temps, pour question de s'amuser un peu, ils ont tous compris, après le coup de la Turquie en Grèce, où on utilise les migrants pour faire de la pression, et les Marocains, à Ceuta et Melilla face aux Espagnols, parce qu'ils ont fait la même chose. Hein. Eh bien, les gars du Nord, ils ont parfaitement compris. Ils disent, si on crée un foyer où on met des quantités de migrants qu'on amène pour essayer de passer la frontière, ça déstabilise les Occidentaux. Et ils font ça où ? Sur la Pologne, parce que la Pologne, c'est devenu, après le départ de l'Angleterre, le meilleur allié de l'Amérique en Europe. Aujourd'hui, l'allié de l'Amérique, c'est la Pologne, c'est clair. Et ça sera, et pour une raison très simple, je ne sais pas si vous savez ça, mais on ne regarde pas souvent la démographie, mais il faut regarder, hein, c'est que la deuxième ville de Pologne, après Varsovie, si vous regardez la carte, vous allez me dire c'est Cracovie. Eh ben non. La deuxième ville de Pologne en habitants polonais, c'est Chicago. Et tout s'explique. Donc il y a des liens extrêmement forts entre les Polonais installés aux États-Unis dans la région de Chicago et les Polonais qui sont en Pologne. Et c'est ça qui fait la force, si vous voulez, les liens extraordinaires qu'il y a entre les Polonais et les Polonais de Pologne et les Américains, qui fait que toujours l'Amérique soutiendra les Polonais. D'ailleurs, Trump, quand il y a eu un moment, il y a eu un peu de tangage avec les Allemands, hein, qu'est-ce qu'a dit Trump? Il a dit « J'enlève l'armée américaine d'Allemagne, je vais l'envoyer en Pologne. » Tiens. Ben évidemment. Au fond. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question. En ce moment, on parle beaucoup de l'affaire Evergrande, la grande société immobilière qui a fait faillite. Mais on parle beaucoup du côté américain. Oui. Est-ce que ce serait un peu un rôle dans une guerre d'influence ou est-ce que c'est vraiment Les deux. Alors il y a les deux, si vous voulez. Evergrande, c'est une énorme affaire. C'est de l'immobilier. Hein. Alors vous savez, aux États-Unis, on a eu les subprimes, hein, entre parenthèses. Mais là, plus personne n'en parle. Hein. Bon. Evergrande, c'est au moins le coût c'est l'équivalent des subprimes au niveau de la Chine. Hein. C'est énorme. Bon. Mais la différence entre les Américains et les Chinois, c'est le traitement de l'affaire. D'abord, les banques chinoises prêtent. Si vous voulez, les banques chinoises, elles dépendent de l'État et elles prêtent sur ordre de l'État. Donc, quand il y a eu l'affaire Evergrande, aux États-Unis, aucune banque, ou nous, hein, en France, aucune banque n'aurait prêté quoi que ce soit à cette société. Les Chinois ont donné l'ordre à leur banque d'aider Evergrande pour qu'elle ne fasse pas faillite. Mais il y a eu un deuxième point qui peut nous faire rêver.
C'est qu'ils ont convoqué le président d'Evergrande qui était devenu multimilliardaire. On lui dit, bonne nouvelle, vous allez payer, c'est vous qui allez payer les créances avec votre argent personnel. Et ils viennent de lui ponctionner. Alors on ne sait pas si c'est 8 ou 16 milliards, mais enfin en tout cas c'est dans ces chiffres-là, hein, d'un coup. En bonne nouvelle, vous payez. Entre parenthèses, Bin Salman, il a fait part en Arabie Saoudite en disant, pour sortir de l'hôtel où vous êtes en tôle, il faut mettre un chèque d'1 milliard. Même chose. Donc on assiste aujourd'hui dans certains pays, alors évidemment ce n'est pas des démocraties, je suis le premier à le reconnaître, hein, mais on assiste aujourd'hui à aussi un traitement de ce genre d'affaires que nous, enfants du capitalisme, je dirais, on a beaucoup de mal à comprendre parce que ça ne se passe pas de la même manière. Regardez ce qui s'est passé avec Jack Ma, le plus flamboyant des milliardaires chinois. Hein. Bon, richissime, formidable. Hein, le Jeff Bezos, si vous voulez, ou que vous voudrez, des Chinois. Bon, Jack Ma, il a eu le malheur, alors qu'il allait faire une introduction en bourse qui allait rapporter une fortune, il a eu le malheur de dire que peut-être que le Parti communiste chinois avait fait quelques erreurs. Vous avez vu, il a disparu pendant 1 mois, donc il a été cassé les cailloux dans une ferme éloignée, et on lui a rappelé la vraie vie, hein. Et quand il est revenu, vous remarquerez qu'il n'a pas dit un mot de mal, au contraire. Hein, et au contraire, il est d'une gentillesse fantastique avec le parti. Je veux dire qu'il était déjà membre du Parti communiste avant, alors maintenant il est plus que jamais convaincu qu'il est communiste. Mais il a intérêt, entre parenthèses. Hein. Mais vous voyez, mais ça, c'est des choses qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut pas voir, nous, parce que c'est tellement à l'opposé de notre comportement. Hein. Imaginez si on appelait Bernard Arnault et qu'on lui dise... c'est simple, hein, tu vas aller d'abord casser les cailloux dans la Creuse, et puis après, dans 1 mois, tu vas payer toutes les dettes de tel truc avec ton argent. C'est même pas, c'est inimaginable. Ou chez les Américains aussi. Vous voyez? Mais il faut, c'est vrai, je vous dis ça parce que souvent, dans nos pays, on ne veut pas voir la réalité des pays dont on parle. Hein? Regardez Bin Salman, bon, c'est un détail, mais moi, ça m'a beaucoup intéressé. Bin Salman, il avait le prince Walid, vous savez, c'est le propriétaire à Paris du Georges V et tout ça. Bon, il l'a mis comme les autres en prison, enfin en prison dans un hôtel de luxe, hein, c'était quand même un Hyatt de bonne qualité. Bon, et il lui a dit, bon, tu sors 1 milliard. Mais tu sors en payant 1 milliard, mais jamais, et il a fait ça pour tout le monde, hein, jamais tu ne feras le moindre commentaire sur moi, sur le roi, sur tout ça, parce que c'est spontané, entre guillemets. D'accord? Bon. Il y en a un qui était le secrétaire de Walid, Khashoggi, qui lui a cru intelligent, dans des articles de journaux, de raconter ce qui se passait en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bin Salman, il a appelé l'autre, il lui a dit, tu vas payer 1 milliard de plus d'abord, parce que un de tes collaborateurs a parlé alors que c'était interdit, et le collaborateur, c'est fini. Et vous avez vu ce qui s'est passé, il a connu les joies de l'acide. Il y a le livre de Laurent Muravi avec les... Ben oui. Vous voyez, mais donc on est dans d'autres logiques. Alors je ne vous dis pas que j'approuve, vous avez entendu, vous comprenez bien que hein, moi qui suis français et républicain, c'est des choses que j'ai du mal à admettre. Mais en tant qu'analyste, je suis obligé, quand je vois les autres, d'intégrer la dimension du problème tel qu'ils les traitent. Parce que sinon, je me trompe. Monsieur, bonsoir, monsieur Juillet. Oui. Vous semblez dire que la guerre paraît inévitable entre les États-Unis et la Chine. Il y a un risque, il y a un risque. Je ne dis pas qu'elle est inévitable parce que ça va dépendre des présidents américains. Les Chinois ne veulent pas la guerre. D'accord. C'est clair. Ils la feront que contraints et forcés. Mais les Américains, eux, la tentation, si vous voulez, du complexe militaro-industriel peut être de faire la guerre. Alors le problème, c'est dépend des présidents. Quels sont les présidents que le président, à ce moment-là, sera capable de dire non. Hein, souvenez-vous, quand vous avez eu George Bush, par exemple, qui était un président qui était pas... Bon, je ne veux pas être méchant, mais n'était pas un grand président, George Bush. En tout cas, c'était pas un génie intellectuel. Bon, George Bush a fait la guerre en Afghanistan, et tout le monde vous dira que c'était une absurdité d'avoir fait la guerre en Afghanistan. Ils auraient donné, pour donner un coup à cause de l'attaque du 11 septembre, qu'on ait fait un bombardement des camps de Ben Laden,
Qu'on ait écrasé sous les bombes, de ce que vous voulez, la zone de Ben Laden, c'était une chose. De faire une guerre qui a duré près de 20 ans, c'est une absurdité. Plus de 20 ans, c'est une absurdité. Parce que ça n'a servi à rien. Vous voyez? Mais là, c'était une mauvaise analyse du président. Trump, on dit toujours que Trump est un va-t-en-guerre, c'est pas vrai. Trump, c'est autre chose, parce qu'il a montré un truc qui, d'ailleurs, posera problème s'il était réélu. C'est que quand il y a eu les Iraniens ont attaqué un camp en Irak, ont tiré des fusées, des missiles sur un camp en Irak, un camp américain. Bon, tout de suite, l'état-major américain a préparé une riposte. Il voulait bombarder en Iran une zone militaire. Et on sait maintenant que Trump a dit aux militaires, bon, combien il y aura de morts? Le type a dit, il y aura 300, 400 morts du côté iranien. Et Trump a dit, on ne va quand même pas tuer 400 morts pour 3 missiles tombés dans le coin d'un camp militaire américain. Donc ça veut dire que lui n'est pas un guerrier. Trump, il fait monter ses muscles, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas un guerrier. Vous voyez? Contrairement aux démocrates. C'est curieux, c'est très curieux aux États-Unis. Les démocrates ont toujours été les plus guerriers de la bande. Mais il faut dire que le démocrate, c'est pas... Je voulais, quand on compare, là aussi on a tendance à dire, nous démocrates, on pense que c'est socialiste en France. Bon, c'est rien à voir. Hein. Un démocrate américain, il est à droite, il est LR et encore. Il est plutôt un LR de droite que de gauche. Hein, ça n'a rien à voir avec nous. On confond tout, nous. Hein, on confond tout. Hein. Mais donc, mais c'est sûr que les démocrates ont, quand vous regardez l'histoire des États-Unis, pratiquement, presque toutes les guerres, à part Bush, hein, presque toutes les guerres ont été faites par les démocrates. Donc, la question, c'est si un démocrate, mais un républicain aussi, hein, on ne sait jamais, hein, s'ils se trouvent dans une situation où il y a une pression du deep state américain, donc du complexe militaro-industriel, pour faire la guerre, est-ce que le président est capable de dire non? Alors il y a quelque chose de très, très curieux qui s'est passé, parce que c'est presque de la désobéissance totale. C'est donc le patron, le chef d'état-major militaire américain, Milley, qui a dit: quand Trump, à un moment, j'ai craint à un moment que Trump nous demande de tirer des missiles sur la Chine, et il a dit, j'ai prévenu les Chinois qu'on ne le ferait pas. Alors quand le chef d'état-major d'un pays comme les États-Unis dit, moi, chef d'état-major, je préviens les autres en disant, si je reçois un ordre aussi fou, je ne l'exécuterai pas, là, on ne sait plus où on va, quoi, si vous voulez. Donc c'est un vrai problème. Je pense que l'Amérique est face à un énorme problème décisionnel dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'espère que la guerre n'aura pas lieu. J'espère que la guerre n'aura pas lieu. Seulement, si la guerre n'a pas lieu, ça veut dire qu'il faut que l'Amérique reconnaisse qu'elle est en train de perdre de la force et qu'elle ne sera plus leader mondial. Ce qui, pour eux, est terrible. En particulier pour le dollar. Parce que si le dollar n'est plus la monnaie de référence mondiale, l'Amérique est ruinée. Il faut le savoir. Monsieur. Oui. Je voulais revenir juste sur l'affaire des sous-marins. D'après vous, qu'est-ce qui s'est dit entre Biden et Macron pour que ce dernier se couche suite à l'affaire? Ouais, je crois que ce qui a été dit après, je pense que c'est vrai, c'est que Biden a dit on n'a pas été fair-play, on est désolé. Tu as dit, en gros, ça allait vous faire foutre. Parce que sur le fond, il y a eu, si vous voulez, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette affaire-là, avant l'opération elle-même. C'est il y a un an avant, ça n'a pas été raconté en France, un an avant, le Parlement australien a créé une commission d'enquête spéciale sur les sous-marins. Un an avant. Et la commission, c'est publié tout ça, c'est publié là-bas, hein. Et la commission a conclu en disant « Il nous faut une solution alternative aux sous-marins français ». Un an avant. D'accord? C'est même inquiétant. Bon. Hein? Donc ça, c'est la première chose, si vous voulez. Bon. Et la deuxième, c'est que vous avez vu que le président a dit « L'Australien m'a menti, Morrison est un affreux, il m'a menti ».
Bon, et Morrison a fait quelque chose qui est, à mon avis, la bonne réponse, même si ça a été considéré comme inélégant par la présidence française. Il a publié le mail envoyé par le président Macron 2 jours avant, disant « Bon, et alors, sur les sous-marins, ça sera une bonne ou une mauvaise nouvelle. Quand vous êtes sûr qu'il n'y aura rien, vous n'écrivez pas ça. » Donc, on est assisté en France à une gesticulation pour justifier la perte d'un contrat énorme. Hein. Visiblement, les industriels n'avaient pas vu le coup venir, ça c'est clair, mais les professionnels du renseignement, forcément, ils étaient au courant. C'est clair, puisque je vous dis, pour les raisons que je viens de vous dire. Hein. Et donc, bon. Et d'un autre côté, sur le plan stratégique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en plus, c'est logique. Sur le plan stratégique, c'est logique. Moi, je trouve que les Australiens, ils ont pris la bonne décision. Alors, on peut dire qu'ils auraient pu demander aux Français de faire des sous-marins nucléaires, mais c'est pas vrai. Parce que, d'abord, il y a des accords qui font qu'on ne peut pas vendre de sous-marins nucléaires entre tous les pays qui créent des sous-marins nucléaires, qui en utilisent. On a dit qu'on ne pouvait pas le faire. Alors, les Américains, ils sont passés par-dessus. C'est vrai. Mais moi, je vais vous ajouter une chose. Je pense, là, c'est vraiment une interprétation personnelle. J'ai la quasi-conviction que les Américains ne construiront pas de sous-marins nucléaires atomiques en Australie. Ils vont leur vendre les sous-marins de la classe Virginia, qui sont des vieux sous-marins nucléaires. Ils vont leur vendre ces sous-marins-là, ce qui va leur permettre à eux, Américains, d'avoir des sous-marins neufs, d'attaque, bien entendu, classe Ohio, les derniers. Hein. Et ça, c'est une chose. Donc, d'un côté, ils vont faire ça. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier, c'est un truc qui est militaire, mais on ne sait pas aussi, c'est que piloter un sous-marin atomique, c'est extrêmement compliqué. Il faut des années d'apprentissage. Si vous voulez, ce n'est pas du tout pareil qu'un sous-marin normal. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un sous-marin nucléaire soit opérationnel, aujourd'hui, pour les Australiens, il faudra qu'à bord du bateau, il y ait un quart à un tiers d'Américains. Sinon, il ne peut pas marcher. Donc, vous voyez, donc, tout cet ensemble fait qu'en définitive, les Américains, ils ont passé un accord avec les Australiens, ils sont anglophones, ils ont confiance les uns dans les autres. Je vous rappelle que le réseau échelon, comme on appelle, ou CUSA, enfin les Five Eyes, c'est-à-dire le réseau d'écoute international mondial, il y a l'Australie, il y a les États-Unis et l'Angleterre, donc tout ça, ça se tient. En définitive, ils ont fait un coup entre alliés. Et nous ne sommes pas leurs alliés. C'est clair? Alors oui, j'ai lu quelque chose qui disait que les Américains avaient fait une simulation en cas d'attaque de la Chine et que c'était mal parti pour eux, premièrement. Oui. Voilà. Et secondement, je veux savoir la position du Japon dans cette affaire, parce que ça... Alors oui, alors sur le plan, vous avez raison, sur le plan de la simulation, il y a eu effectivement au département d'État américain une simulation l'année dernière, il y a 2 ans, pour dire qu'est-ce qui se passe s'il y a une guerre avec la Chine. Et les Américains se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir vraiment gagner. Enfin, pas sûrs de gagner. Les pertes seraient tellement importantes que, si vous voulez, ça posait un problème. Posait un gros problème. Donc, du coup, les Américains disent il faut qu'on se renforce pour pouvoir gagner avec un écart suffisant. Là où ça se complique, c'est qu'en application d'un principe militaire de 1999 sur la guerre totale, si vous voulez savoir ce qui se passe en Chine et ailleurs, lisez un livre de stratégie chinoise qui s'appelle La guerre totale. C'est 2 colonels chinois qui l'ont écrit en 1999. C'est remarquable. Ils ont expliqué comment on pouvait battre l'Amérique sans avoir de moyens. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et les Russes se sont mis à appliquer la doctrine chinoise. Pour vous la résumer, c'est simple, c'est de dire la 2e flotte américaine a la puissance de feu de toute la 2e guerre mondiale. Quand on y réfléchit, c'est démentiel. Bon. Donc ils ont une puissance colossale, avec leurs sous-marins, leurs porte-avions, leurs destroyers, leurs avions, tout ce que vous voulez. Alors les Chinois, les 2 colonels chinois, ils disent, bon, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponse, sur le plan militaire, rien. On est écrasé. Comment faire? Et là, ils disent, mais il y a une chose quand même.
S'il n'y a plus aucune liaison, radio ou autre, entre les sous-marins, les avions, le porte-avions, les destroyers et autres, il n'y a plus de flotte. Donc notre problème, ce n'est pas de faire des porte-avions, c'est de les empêcher d'avoir des liaisons radio. C'est ça la théorie de la guerre hors limite, si vous voulez. Et alors, ils sont en train de la faire en particulier, si vous avez suivi, avec les Russes aussi d'ailleurs, avec les missiles hypersoniques, puisqu'ils ont sorti... Alors les Russes d'abord ont lancé un premier missile hypersonique, qui va à 7-8 000 km/h. Or, nous ne savons pas arrêter aujourd'hui, les Occidentaux, on ne sait pas arrêter un missile qui va à 7 000 km/h, hein, c'est clair. Donc là, on est devant une arme absolue par rapport à nous. Donc évidemment, les Américains sont en train de chercher pour en faire la même chose, à toute vitesse, et ils vont y arriver. Hein. Bon, c'est toujours l'histoire de la guerre, ce qu'on appelle l'échelle de perroquet. Hein. À un moment, la défense gagne, et puis à un moment, c'est l'attaque, et puis ça marche comme ça. Donc, vous avez les missiles hypersoniques. Ce qui est inquiétant, c'est que les Chinois n'ont pas voulu le reconnaître, mais c'est les Américains qui l'ont annoncé. Hein. C'est que les Chinois ont envoyé un missile hypersonique, mais qui n'est pas seulement un missile hypersonique, ils l'ont envoyé dans l'espace. C'est-à-dire c'est un véhicule spatial qui redescend en missile hypersonique. Alors là, c'est encore pire que tout. Parce qu'en plus, il évolue. Donc, il change de direction et tout, donc on ne peut pas le toucher. Il y a ça. Ils ont mis au point, là c'est les Russes qui ont fait les premiers essais, mais on sait que les Chinois ils sont dessus aussi, une torpille qui va extrêmement vite. C'est-à-dire une torpille, normalement, ça marche à 100 nœuds en gros, hein, 100-150 nœuds. Là, c'est des torpilles qui vont à 400 nœuds. C'est-à-dire à des vitesses incroyables. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des torpilles qui ne se déplacent pas dans l'eau, mais elles se déplacent dans ce qu'on appelle le plasma. C'est-à-dire qu'elles créent autour d'elles un vide, du plasma, et la torpille fonce dans le plasma au lieu d'être freinée par l'eau. Donc elle peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est cette torpille à l'essai dans le Koursk qui a occasionné l'accident du Koursk. Hein, et c'est pour ça que Poutine ne voulait pas que les plongeurs occidentaux descendent sur le Koursk. On l'a dit, c'est un salaud, il a sacrifié son équipage. En réalité, il n'a pas sacrifié l'équipage. Il ne voulait surtout pas que les Occidentaux découvrent les restes de la fameuse torpille. Parce que là, tout le monde aurait compris ce que c'était. Car la torpille, évidemment, elle est top secret, et pour cause. Hein. C'est des technologies dont que le monde rêve d'avoir, mais qui sont les seuls, avec les Chinois, à maîtriser. Et puis, vous avez les S-400, c'est les missiles, comme vous savez, anti-aériens, que les Russes sont en train de vendre un peu partout, et que nous ne savons pas, là encore, on ne sait pas les franchir avec nos avions. Si on envoie des Rafales sur les S-400, il n'y a plus de Rafales. Ou il n'y a plus de F-35 non plus, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un vrai problème. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc la technique chinoise de la guerre hors limite, c'est de dire, nous, on peut pas se battre en frontal, ils feront jamais Verdun, les Chinois, c'est pas leur truc. Hein. Par contre, on peut faire des petits trucs qui vont complètement déstabiliser l'adversaire. C'est toute la... C'est faire la guerre sans faire la guerre. Ben oui. C'est Sun Tzu, pour ceux qui l'ont lu. Voilà. Parce que, juste pour rebondir, oui. les gens, en fait, c'est les armes russes de défense qui généraient une grosse impulsion électromagnétique pour zigouiller tous les systèmes. Ah oui, ça a été étudié, l'électromagnétisme. Les impulsions électromagnétiques pour griller ou déstabiliser, si vous voulez, les systèmes, bien sûr, la bombe à neutrons, au-delà de la bombe nucléaire, hein, la bombe nucléaire, tout le monde en parle, très bien, mais la bombe nucléaire a des effets sur les êtres vivants. Pas que sur les êtres vivants, mais sur les êtres vivants. Alors que la bombe à neutrons, elle ne tue pas les êtres vivants, mais elle détruit toutes les liaisons, quelles qu'elles soient. Donc il est évident que, là on n'en parle pas, mais en temps de guerre vraiment réel, il est évident que les grandes puissances utiliseront des bombes à neutrons pour griller toutes les liaisons des autres. Mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, excusez-moi. Alors la question. Alors les Japonais, ils bougent pas beaucoup. Hein, ils bougent pas beaucoup parce que les Japonais, ils sont dans une situation complexe parce que d'un côté, bien sûr, ils sont avec les Occidentaux, les Américains et les Occidentaux, mais d'un autre côté, ils sont quand même dans l'environnement asiatique et ils ont par exemple signé l'accord de libre-échange, l'équivalent du marché commun, qui a été signé, le RPC, qui a été signé entre tous les pays asiatiques et la Chine, hein, qui est colossal, puisque ça représente 40% de l'économie mondiale.
Imaginez un marché commun pour une union comme une Union européenne, l'union douanière asiatique représente 40% de l'économie mondiale aujourd'hui. Or, ils l'ont tous signé, les Japonais. Donc tout le monde a des intérêts communs, si vous voulez. C'est pour ça que j'espère que ces intérêts économiques feront qu'ils n'iront pas à la guerre, parce que l'économique, c'est tellement important que les gars diront non, on va pas mettre tout ça en l'air. Espoir. Encore une ou deux, monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que les communautés asiatiques, chinoises présentes à travers le monde auront un rôle à jouer plus tard? Bien sûr. Action d'influence. Les Chinois partout dans le monde ont un rôle. Les Chinois ont un rôle à jouer partout, comme support d'un certain nombre d'idées ou de forces ou de capacités dans le cas de leur pays. Vous savez, les diasporas chinoises sont très attachées à la Chine, il ne faut pas croire. Vous savez, c'est quand on les discute avec des Chinois, enfin des Chinois installés dans nos pays partout, tous vous disent bon, nous on est heureux, tout ça, mais il y a quand même l'amour de leur pays d'origine. Même quand ils ne sont pas d'accord sur le plan, même quand ils sont pas d'accord sur le plan politique. Sur la zone de Taïwan, est-ce qu'il y a vous avez parlé de différents partis, est-ce qu'il y a un parti pro-réconciliation avec la Chine en fait? Oui, il y en a un il y a un des deux partis à Taïwan qui est pour une vie pour faire Hong Kong, en gros pour faire Hong Kong, tel que c'était avant, voilà. Oui, absolument. Dernière question, monsieur, comme vous n'avez pas eu la parole. Et l'Inde, dans tout ça, finalement, stratégiquement, quel intérêt à défendre économiquement et militairement, est-ce qu'elle fait du poids? Est-ce que c'est un bon allié des Américains? C'est le grand regard de la Chine. Parce que économiquement, mais démographiquement, elle concurrence énormément la Chine. Oui. Alors, excusez-moi, quelle est votre question, alors? Est-ce que c'est un allié potable pour les Américains et est-ce qu'elle a vraiment un poids stratégiquement, militairement? Est-ce qu'elle peut le défier? Nous? L'Inde. Non, les Indiens. Ah, les Anglais? Ah, excusez-moi, non, j'entendais pas. C'est pour ça que je n'avais pas entendu le début, alors je ne comprenais pas du tout. Non, l'Inde n'est pas alliée des Américains. Non. L'Inde, d'abord, traditionnellement, est alliée des Russes. Les équipements militaires indiens sont russes. Déjà. Bon, nous, on a réussi à leur vendre à l'époque, on a réussi à leur vendre des sous-marins. Donc, pour les sous-marins, c'est les Français. C'est pas les Américains, c'est les Français. Et ils sont très contents de nos sous-marins. Sous-marins classiques, mais ils sont très contents. Ils sont en train de faire un sous-marin nucléaire d'attaque, mais ils ont certainement utilisé certaines technologies qu'on leur a montrées, mais on a d'excellentes relations avec eux. Non, avec les Américains, ce sont maintenant les Américains qui cherchent à se rapprocher de l'Inde, parce que dans le cadre de l'encerclement, si vous voulez, de la Chine, les Américains disent il faut qu'on ait les Indiens avec nous. Mais quand on connaît l'Inde, et ce n'est pas un pays très simple, les Indiens n'ont aucun intérêt à se mettre sous le chapeau américain. Ils se méfient des Chinois. Ils n'aiment pas les Chinois, ils se méfient des Chinois. Et il y a eu des conflits au nord entre les Chinois et les Indiens, vers l'Himalaya. Il y a déjà eu des conflits territoriaux, des conflits de zones. Bon. Mais aujourd'hui, l'Inde se méfie de la Chine, veut créer son entité propre. Elle sait qu'elle va devenir la deuxième puissance mondiale, donc elle veut attirer, bien sûr, les investissements chez elle et puis développer son commerce et ses activités. Mais l'Inde ne peut qu'être... Elle peut être partenaire dans certains domaines, mais ce n'est pas une alliée dans le sens où on l'entend. C'est pas l'Australie, si vous voulez. Jamais ce ne sera ça. Jamais. Parce qu'elle ne fait pas partie du Quad. Comment? La fameuse... Ouais, alors méfiez-vous de toutes ces appellations-là, parce que quand on voit une appellation, on vous dit ça y est, on est tous d'accord et tout. Enfin, il faut faire très attention. Dans ces domaines géostratégiques, il y a plein d'alliances entre les uns et les autres, mais quand on regarde l'alliance, c'est simplement qu'on regarde ensemble dans la même direction, comme disait le poète. C'est-à-dire ça, entre dire oui, je considère que la Chine est un ennemi potentiel majeur, on est tous d'accord. Après de dire je vais t'aider pour aller taper dessus, c'est un pas à franchir que beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire, surtout dans la zone.
Merci beaucoup. Merci. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.